Merci. La parole est maintenant à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission éducation, monsieur le député Maillot, mesdames et messieurs les députés, j'hésite à vous parler en patois, mais je vais néanmoins garder au plus profond de mon cœur cette langue régionale. Les langues vivantes régionales font en effet partie, comme vient de le rappeler monsieur le rapporteur, du patrimoine de la France dans toute sa diversité. Elles sont à la fois un héritage précieux de notre histoire complexe et un atout extrêmement important pour l'avenir. Je sais, en tant qu'ancienne rectrice de Toulouse, patrie de l'Occitan, toute l'importance que revêt une langue régionale pour l'identité des habitants de nombre de nos territoires. C'est pourquoi je suis très attachée à ce que ces langues soient non seulement préservées, mais aussi et surtout promues et donc enseignées partout où elles sont en usage. Cette exigence est particulièrement forte dans les territoires d'outre-mer, où l'enjeu de l'école porte aussi sur la maîtrise du français, qui est loin d'être nécessairement la langue maternelle de tous les enfants. À ce titre, l'enseignement d'une langue vivante régionale est d'autant plus précieux qu'il peut justement être une porte d'entrée de l'apprentissage du français. C'est d'ailleurs ce qu'avait déclaré lors d'une audition devant la Commission des affaires culturelles de votre Assemblée, Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale. Je le cite, « Je soutiens les langues régionales et leur apprentissage, et je les soutiens d'autant plus qu'elles permettent souvent et parfois d'améliorer l'apprentissage du français ». C'est aussi le point d'entrée choisi par l'auteur de cette proposition de loi, Frédéric Maillot, que je remercie, ainsi que son groupe de la gauche démocrate et républicaine, pour l'occasion qu'il nous donne d'avoir ensemble ce débat aujourd'hui. Pour répondre à cet enjeu, le ministère de l'Éducation nationale mène une action résolue en faveur de la promotion de l'apprentissage des langues régionales, notamment en Outre-mer, où elles sont nombreuses. Parmi elles, il y a le créole, bien sûr, dans toute sa diversité entre les Antilles et la Réunion, mais aussi le shimaoré et le kibushi à Mayotte, ou encore le nenge et les langues amérindiennes en Guyane, sans oublier le tahitien et les langues mélanésiennes dans le Pacifique, dont vous nous avez donné un écho, monsieur le rapporteur. Il s'agit là d'une incroyable richesse pour notre pays tout entier. L'enseignement de ces langues vivantes régionales dans le second degré s'appuie sur des professeurs titulaires du CAPES ou de l'agrégation langue régionale qui comprend justement une section créole et une section tahitien. Un pilotage du développement qualitatif des langues concernées est également assuré grâce à un comité académique des langues régionales qui est dédié à ces langues et au travail de nos inspecteurs que je veux ici saluer. Plusieurs textes législatifs et réglementaires viennent protéger et promouvoir les langues régionales tout en organisant leur enseignement en métropole comme en Outre-mer. Je pense bien sûr à l'article L. 312-10 du Code de l'éducation qui dispose, je le cite, « Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage. Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité ». De même, la possibilité de l'enseignement des langues vivantes régionales dans les établissements scolaires sur les territoires concernés tout au long de la scolarité est organisée grâce à l'article L. 312-11-2 du Code de l'éducation, qui est introduit par la loi Molac de mai 2021, article selon lequel la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées, sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves.
Citons encore la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, qui tenait déjà compte des spécificités des territoires d'outre-mer en valorisant l'enseignement des langues régionales. Son article 46, devenu l'article L321-4 du Code, dispose en effet que, dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture, au profit des élèves issus de milieux principalement créolophones ou amérindiens. Enfin, la mise en œuvre de la circulaire de 2021, en particulier, a permis le déploiement des langues vivantes régionales locales, donc principalement le créole, mais pas seulement, dans les établissements scolaires, sous différentes modalités, qu'il s'agisse de l'enseignement optionnel ou du bilinguisme, ainsi qu'à travers de nombreuses actions et projets concrets dans les 5 départements d'outre-mer. Cette démarche s'effectue, vous l'avez rappelé, en lien étroit avec l'apprentissage de la langue française, voire l'apprentissage d'autres langues, dans une logique de plurilinguisme. Grâce notamment à ce corpus juridique complet et dédié, l'accent mis par l'Éducation nationale depuis plusieurs années se traduit dans les différentes académies d'outre-mer par le développement fructueux de dispositifs d'enseignement adaptés à leur contexte spécifique. Il est ainsi possible de citer le dispositif académique des intervenants en langue maternelle, les ILM, en Guyane. Mis en place dès 1998 et pérennisé en 2012, il a précisément pour objectif d'améliorer la maîtrise de la langue française en valorisant la langue et la culture maternelle. Ces intervenants ILM sont présents dans la classe plusieurs heures par semaine, principalement à l'école maternelle, aux côtés du professeur et auprès d'enfants qui sont linguistiquement et culturellement étrangers à la langue et à la culture française. À Mayotte, les dispositifs plurilinguisme et éveil aux langues, qui sont mis en place en maternelle, favorisent les échanges avec les familles pour faciliter l'intégration de l'école dans le quotidien. Il s'agit progressivement d'augmenter la place consacrée au français dans la scolarité et de faire découvrir la diversité des langues du monde. À La Réunion, la signature du pacte linguistique entre Rima Abdul-Malak, qui était alors ministre de la Culture, et l'ensemble des exécutifs réunionnais en novembre 2023 témoigne de cette même volonté politique qui ne demande qu'à être soutenue. En effet, ce pacte prévoit de nommer ou de recruter des référents dédiés au secteur linguistique au sein de chaque collectivité, mais aussi de promouvoir le créole réunionnais, tant sur le plan linguistique que sur le plan de la création artistique et de sa diffusion. Mesdames et messieurs les députés, le cadre législatif et réglementaire existant me semble dès lors apporter toutes les garanties nécessaires pour l'accès des élèves ultramarins à la langue ou aux langues de leur territoire. Grâce à ce corpus qui protège les langues vivantes régionales et qui permet le développement d'enseignements adaptés à chaque territoire, au plus près de la réalité qui les caractérise, nous pouvons noter que le taux d'exposition dans le premier degré, c'est-à-dire le nombre d'écoles qui proposent un enseignement en langue vivante régionale, ce taux d'exposition, qui est certes variable selon les territoires ultramarins, est très élevé dans certains d'entre eux. Je cite des exemples. Les taux les plus bas sont en Guyane, 16,4%. Ils sont également à La Réunion, avec 17,5%. Mais en revanche, en Martinique et en Guadeloupe, les taux sont élevés, respectivement 72 et 76,8% de taux d'exposition. Je souligne ces résultats uniquement pour vous dire que je souhaite soutenir et améliorer ces résultats par un suivi et un pilotage dynamique de ces langues vivantes régionales. Vous aurez compris, mesdames et messieurs les députés, toute l'importance que le gouvernement attache aux langues régionales dans notre pays. Leur préservation et leur mise en valeur mobilisent pleinement les personnels de l'éducation nationale qui s'appuient sur une réglementation unique au monde dans un objectif permanent de réussite de tous les élèves dans tous les territoires. Au vu notamment de ces résultats permis
par le cadre juridique existant. L'évolution de celui-ci ne me paraît pas absolument nécessaire aujourd'hui pour atteindre l'objectif que nous partageons pleinement, fixé par cette proposition de loi, alors que l'ensemble des implications de cette modification ne me semble pas forcément avoir été pleinement mesurées. Je parle ici de ressources humaines, de formation de ces ressources. Le gouvernement, mesdames et messieurs les députés, s'en remettra donc à la sagesse de l'Assemblée quant au vote de ce texte. Je vous remercie. Merci.